Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui est au cœur de notre monde numérique, mais qu'on prend souvent pour acquise. Mhm. Comment nos ordinateurs, nos téléphones font-ils pour se souvenir des choses? D'où viennent ces mégaoctets, ces gigaoctets dont on entend parler tous les jours? C'est une question essentielle, oui. On manipule ces termes en permanence pour la taille de nos photos, la vitesse de nos machines. Mais la mécanique derrière, ça reste souvent un grand mystère. C'est un peu l'infrastructure invisible de nos vies numériques. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de faire un voyage au cœur de la donnée. On va partir de la base, le fameux langage des 0 et des 1, pour comprendre ce que c'est qu'un bit ou un octet. Mhm. Ensuite, on explorera la mémoire de l'ordinateur, celle qui y travaille et celle qui se souvient, avant de finir sur les différents supports où on garde nos trésors numériques. C'est un super programme. Ça permet de mieux comprendre les outils qu'on utilise chaque seconde, en fait. Alors, partons du tout début. Toute information numérique, que ce soit ce qu'on est en train d'enregistrer, une photo, un email, Oui. ce n'est en fin de compte qu'une très très longue suite de 0 et de 1. L'unité la plus petite, c'est le bit. L'atome de l'information. C'est ça. Il peut avoir que deux valeurs, 0 ou 1, allumé ou éteint. C'est tout. Et ce qui est fascinant, c'est pas tant l'idée du 0 et du 1, mais sa traduction physique. C'est pas une abstraction. Dans un ordinateur, un bit, ça correspond à un état concret. Un minuscule interrupteur qui laisse passer le courant ou pas. D'accord. Un 1, c'est on. Un 0, c'est off. Voilà, en gros. Et c'est ce langage incroyablement simple qui, une fois répété des milliards de fois, permet de construire toute la complexité qu'on connaît. Oui, parce qu'un seul interrupteur, un seul bit, c'est un peu limité. On peut pas dire grand-chose avec juste oui ou non. C'est clair. Et donc, pour que ça devienne un langage, il a fallu les regrouper. Et les sources nous montrent que l'unité de base, c'est un groupe de 8 bits. C'est ce qu'on appelle un octet. Exactement. Et avec ces 8 petits interrupteurs, on peut créer 256 combinaisons différentes. Ah oui, c'est déjà pas mal. Et c'est suffisant pour représenter toutes les lettres de l'alphabet, les chiffres, la ponctuation. Un seul octet suffit pour stocker une seule lettre. Par exemple, la lettre A majuscule. Donc un simple tweet de 280 caractères, c'est déjà au moins 280 octets. Au minimum, oui, sans compter tout le reste. Et bien sûr, pour des fichiers plus complexes, une photo, une vidéo, les chiffres s'envolent. On compte plus en octets. C'est là qu'arrivent les fameux multiples. Le kilooctet, le mégaoctet, le gigaoctet. Oui, et c'est là qu'on tombe sur une curiosité qui est très bien expliquée dans les documents. On a l'habitude que kilo, ça veut dire 1000, kilogrammes, kilomètres. Ben oui. Sauf qu'en informatique, un kilooctet, c'est pas 1000 octets, c'est 1024. Attendez, 1024, ça a toujours été un détail qui m'a intrigué. D'où sort ce chiffre? On dirait une erreur. C'est tout sauf une erreur. Ça vient de la nature binaire de l'ordinateur. Comme il compte qu'avec des puissances de 2, 4, 8, 16, Ah, d'accord. le chiffre rond le plus proche de 1000 pour lui, c'est 2 puissance 10. Et ça fait exactement 1024. C'est beaucoup plus naturel pour sa propre architecture. Et ça a des conséquences concrètes pour nous. Ah oui, c'est la source d'une confusion marketing qui dure depuis des décennies. Quand un fabricant vend un disque dur de 1 téraoctet, il compte en base 10, 1000 milliards d'octets. C'est plus simple. Pour le marketing, oui. Mais l'ordinateur, lui, il va lire cette capacité en base 2 en divisant par 1024. Et le résultat, c'est que quand vous branchez votre disque tout neuf, votre système n'affiche pas 1 téra, mais environ 931 gigas. Mais c'est incroyable. Je me suis toujours demandé où passait cet espace. Ce n'est donc qu'une question de traduction. C'est exactement ça. Une histoire de langue différente entre le marketing et la machine. D'accord. Pour se représenter ces tailles alors, si un octet c'est une lettre, un kilooctet c'est un court paragraphe. C'est ça. Et après, on change complètement d'échelle. Un mégaoctet, c'est une photo de bonne qualité d'il y a quelques années, ou une minute de musique en MP3. Et le gigaoctet? Alors là, on peut stocker un film entier en définition standard. Et le téraoctet, c'est 1024 gigas, on parle d'une bibliothèque entière de films en haute définition. C'était de la science-fiction il y a 25 ans. D'accord, on a donc ces fichiers énormes. Mais une fois qu'on clique dessus, où est-ce que l'ordinateur les met pour travailler avec? Ça nous amène au cœur de la machine, où les sources distinguent deux types de mémoire. Oui, au rôle totalement opposé. La mémoire vive, la RAM, et la mémoire morte, la ROM. La RAM, c'est la mémoire de travail, c'est ça? C'est ça. Random Access Memory. C'est un espace de stockage ultra rapide où la machine place temporairement les données dont elle a besoin tout de suite.
le navigateur web, le document sur lequel on écrit. Le mot-clé, c'est temporairement. Exactement. On dit qu'elle est volatile. Volatile, ça veut dire que si on trébuche sur le câble d'alimentation... C'est fini. Tout ce qui s'y trouvait disparaît à jamais. D'accord. Elle a besoin d'électricité en permanence pour retenir l'info. La meilleure analogie, c'est le bureau. Quand on travaille, on étale ses dossiers, ses notes, c'est la RAM. C'est rapide, efficace. Mais le soir, on range tout. Le bureau est vide. Et plus on a de RAM, plus le bureau est grand, en gros. C'est l'idée. On peut avoir plus de dossiers ouverts en même temps sans que ça ralentisse. In memory. Lecture seule. Ça sonne très définitif, ça. Et ça l'est, dans son principe. C'est une mémoire permanente, non volatile. Les infos qui s'y trouvent, elles, ne s'effacent pas quand on coupe le courant. Elles sont gravées dans le silicium. Et elles servent à quoi? Elles contiennent les toutes premières instructions pour démarrer l'ordinateur. Attendez, mémoire morte, lecture seule. Ça veut dire qu'on peut jamais la modifier. Comment ça se fait qu'on nous demande parfois de faire des mises à jour du BIOS ou du firmware? Ça semble contradictoire. C'est une excellente question. Historiquement, la ROM était vraiment en lecture seule, gravée une bonne fois pour toutes. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle ROM, c'est le plus souvent une sorte de mémoire flash, une EPROM. C'est-à-dire? C'est une mémoire qui se comporte comme de la ROM 99% du temps, mais qui peut, via une procédure spéciale, être effacée et réécrite. C'est ce qui permet de corriger des bugs ou d'ajouter le support de nouveaux matériels. Ah, d'accord. Mais sa fonction première reste la même. Elle contient le programme de démarrage, le BIOS. C'est lui qui, au réveil, vérifie que tout va bien, et qui dit au disque dur « Allez, à toi de jouer, lance le système d'exploitation ». Ok, donc si je résume, la ROM, c'est l'instinct de survie de la machine, et la RAM, c'est sa conscience de travail pour la journée. Mais si la RAM oublie tout, où est-ce qu'on range les dossiers le soir? C'est là qu'interviennent les supports de stockage à long terme. Et le premier d'entre eux, le plus connu, c'est le disque dur. Et là, un des schémas est très clair, il y en a deux types. Oui, deux grandes familles. D'abord, le HDD, Hard Disk Drive, c'est la technologie historique, mécanique. Il faut imaginer des plateaux qui tournent à des milliers de tours par minute et une petite tête de lecture qui vient lire ou écrire les 0 et les 1. Un peu comme un tourne-disque miniature? C'est un peu ça, oui. Et à côté, il y a le SSD, Solid State Drive. Et là, c'est juste un circuit imprimé. Plus aucune pièce mobile, pas de bruit, rien. C'est la différence fondamentale. Le SSD, c'est purement électronique, basé sur de la mémoire flash, un peu comme une très grosse clé USB très rapide. Et les conséquences sont énormes. Il est beaucoup plus rapide? Beaucoup plus. Il est silencieux, il consomme moins d'énergie, et surtout, il est infiniment plus résistant au choc. Ah oui, je peux en témoigner. La première fois que j'ai démarré un ordinateur avec un SSD, le bureau de Windows est apparu en quelques secondes. C'était si instantané que j'ai cru que j'avais manqué une étape. Absolument. C'est la mise à jour qui a le plus d'impact sur le ressenti de vitesse d'une machine. Et à côté de ces disques internes, les sources nous rappellent qu'il y a toute la famille des supports amovibles. C'est une petite leçon d'histoire. Oui, un peu. Ça me rappelle des souvenirs. En premier, on voit la disquette, 1,44 mégaoctets. Je me souviens d'avoir dû sauvegarder un exposé sur 3 disquettes parce qu'il tenait pas sur une seule. C'est fou, hein. Aujourd'hui, une seule photo prise avec mon téléphone est 3 fois plus grosse que ça. Le changement d'échelle est vertigineux. Carrément. Après la disquette, les documents listent le CD-ROM, avec ses 700 mégaoctets qui semblaient infinis à l'époque, puis le DVD-ROM, et enfin les deux stars modernes, la clé USB et le disque dur externe. D'ailleurs, une des questions dans les sources, c'est de savoir quel support peut stocker un fichier de 337 920 octets. Si on fait le calcul, ça fait à peu près 0,3 mégaoctets. C'est un fichier minuscule pour nos standards. Et la réponse est donc absolument tous les supports mentionnés, y compris la vieille disquette. Ah oui, même la disquette. Cet exercice met vraiment en lumière l'explosion des capacités. Entre une disquette et un disque externe de 2 téraoctets, la capacité a été multipliée par plus d'1 million. C'est une évolution colossale en à peine 3 décennies. Tout à fait. Alors si on prend un peu de recul, que faut-il retenir de tout ça? On est parti de l'idée la plus simple, un interrupteur, le bit. On a vu comment, en les groupant par 8, on obtenait un octet, capable de stocker une lettre. Et comment ces octets, par milliards, forment les fichiers qui peuplent nos vies. Et on a vu comment la machine jongle avec ça. Elle utilise une mémoire morte, la ROM, pour savoir comment démarrer. Son instinct. C'est ça. Puis elle utilise la RAM, la mémoire vive, comme un espace de travail ultra rapide, mais temporel. Et enfin, elle archive tout sur les disques durs ou les SSD, nos bibliothèques numériques. Précisément. Et comprendre cette hiérarchie, ce n'est pas de la technique pour la technique, c'est comprendre pourquoi ajouter de la RAM va rendre la machine plus fluide quand on fait plein de choses en même temps. Alors que remplacer un vieux disque dur HDD par un SSD va rendre le démarrage et le lancement des applications fulgurants. Voilà.
C'est comprendre l'architecture de la performance, mais aussi la fragilité de l'information, puissante et permanente sur un disque, mais incroyablement éphémère sur la RAM. Pour finir, une pensée me vient. Tous les supports dont on a parlé, de la disquette au SSD, sont des objets physiques qu'on a chez nous. Mais aujourd'hui, une grande partie de nos données se trouve dans le cloud. Sur les disques durs de quelqu'un d'autre, dans des centres de données à des milliers de kilomètres. Exactement. Et cela soulève une question intéressante pour la suite. Comment notre perception de la possession et de la permanence de nos informations évolue-t-elle lorsque nous ne détenons plus physiquement le support sur lequel elles reposent? C'est peut-être le prochain chapitre de l'histoire du stockage.